quel point nos auditeurs adorent les patrons et le patronat. Pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui Benoît Colomba, que vous connaissez, dont vous connaissez au moins le nom, qui est journaliste à France Inter. Salut, bonjour. Bonjour. On va dire copinage, et même pas du tout, on se connaît à peine, on se passe de temps en temps dans les couloirs de cette noble maison, mais on se connaît pas plus que ça, sinon à travers nos travaux journalistiques réciproques. Et puis avec Benoît Colomba, il y a David de Servenay, qui est journaliste à rue 89. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est 2 des 5 oiseaux qui ont fait ce pavé qui est devant moi, qui s'appelle Histoire secrète du patronat. Il y en a 3 autres, donc Frédéric Charpier, Martine Orange et Erwan Seznec. Celui-là nous rejoindra. Alors, Histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours. Je vous dis tout de suite, heureusement que les journalistes en général ne lisent pas les livres. J'espère que ce livre, pour les patrons et pour le patronat, aura un succès limité, parce que là, vous donnez quand même des arguments, des analyses, et puis toute une histoire qui devrait quand même faire réfléchir. On va dire simplement ça. Faire réfléchir sur ce que sont les patrons, ce qu'est le patronat, et sur l'influence de ce patronat et de cette économie telle qu'ils la conçoivent et la dirigent et la manipulent depuis au moins cette période-là, sur nos vies. C'est une influence quand même considérable. Quelle était l'intention? Qui a eu l'idée de ce bouquin? En fait, à l'origine de ce livre, il y a une enquête commune avec David Servenay, donc une enquête France Inter rue 89, sur la médecine du travail. On avait notamment mis en avant le fait qu'une partie de l'argent des cotisations patronales n'allait pas au bon endroit et servait à financer par exemple des bâtiments, du MEDEF, voire des voyages à l'étranger, etc., qui avait tout un système organisé depuis des années à l'échelle de toute la France, donc un système dévoyé de la médecine du travail. Et évidemment, ça a fait un petit peu désordre puisque cette enquête est arrivée après l'affaire dite de la caisse noire de l'UIMM, ouais, où tout d'un coup, Laurence Parisot nous expliquait que c'était incroyable. On découvrait des choses inavouables au sein du patronat. Elle était très surprise, Laurence. Voilà, comme un secret de famille, a-t-elle dit à ce moment-là. Donc, à cet instant précis, on montrait que les choses étaient peut-être un petit peu plus compliquées que tout ça. Et derrière cette affaire de l'UIMM, il y avait peut-être des enjeux cachés, notamment des enjeux financiers. Et d'autres caisses noires. Et d'autres caisses noires, voilà, au sein du paritarisme. Et d'ailleurs, on l'explore dans le livre. Donc ça, c'était le point de départ. Et donc, on s'est dit, il y a un fil et puis on veut tirer le fil de cette pelote-là. Et avec David, on s'est aperçu que, paradoxalement, c'était un sujet qui avait été assez peu exploré journalistiquement. Oui, et l'idée revient en grande partie à François Gèze, notre éditeur, qui nous a poussé aussi à reprendre cette histoire sur une longue période, donc avec 60 ans de recul, en partant de la guerre, du pacte du Conseil national de la résistance, de cette espèce d'alliance entre gaullistes et communistes, pour construire ce fameux modèle français qui depuis a beaucoup dérivé. Oui. L'idée, c'était d'élargir un peu la focale, comme avec une caméra, parce qu'en restant le nez dans le guidon de cette affaire de la caisse noire du UMM, on comprenait à peu près rien. Oui. Vous commencez par moraliser le capitalisme, et là, il y a un point d'interrogation. C'est la période qu'on vit actuellement. Ça fait un bout de temps qu'on revient sur ce thème-là, mais enfin, avec la crise, on a entendu ce mot dans la bouche même de notre président de la République, il faut moraliser le capitalisme, il y a un capitalisme barbare, il y a des excès, il y a des abus, et maintenant, l'éthique. Voilà, l'éthique, on va moraliser le capitalisme. Et ça, vous avez l'air un petit peu d'en douter d'entrée de jeu dans votre introduction. Oui, parce que la crise nous a rattrapés. Nous, on avait déjà lancé le projet quand la crise est arrivée, mais c'est vrai que quand on fait un état des lieux, finalement, de 60 ans de ce modèle français, on a quand même beaucoup de doutes sur la volonté du patronat et des politiques de lutter contre la lente déréglementation qui s'est déroulée notamment depuis les années 1970. Et donc aujourd'hui, quand revient sur le devant de la scène tout un discours keynésien sur la régulation de l'économie, il faut limiter ses excès, etc., on se rend compte que ça correspond pas du tout à la politique que à peu près tout le monde, y compris la gauche d'ailleurs à partir des années 80, a soutenu, quoi. Donc il y a quand même un hiatus entre le discours public aujourd'hui et les actes. Et c'est intéressant de revenir au fait parce que la dérégulation des marchés financiers, elle tombe pas du ciel. Donc c'est intéressant de revenir, effectivement, David faisait allusion notamment au rôle de la gauche, par exemple, qui a une responsabilité assez importante dans cette dérégulation des marchés. Donc c'est un long mouvement qu'on suit à partir des années 80 et même par exemple il y a un chapitre, c'est Martine Orange qui le signe, sur ce qu'on appelle les faux gendarmes de la bourse. C'est intéressant de voir, on met soi-disant des contre-pouvoirs, la COB, l'AMF, l'autorité des marchés financiers. En septembre 2007, l'AMF s'étonnait qu'on n'investisse pas assez dans les produits financiers type hedge funds. Voilà, donc je crois que tout est dit là. Oui, alors
ce qui se passe, c'est quand même, c'est tout ce que vous décrivez dans ce bouquin, on voit que sont pas des intempéries. Il n'y a pas de fatalité, de choses qui surviennent comme ça brusquement, qu'on n'avait pas vu venir, et puis qui s'évanouissent aussi rapidement qu'elles sont apparues. C'est un petit peu comme ça que les médias ont pour coutume de présenter les choses. C'est lié au système médiatique lui-même. Il y a ça. Mais il y a d'autre part aussi l'idée d'un complot. C'est-à-dire, il y a des choses qui se trament, des cabinets obscurs, où des gens tirent des ficelles, et ça, vous oscillez toujours un peu entre les deux. En vous lisant, on se dit, ah oui, ça, ils arrivent à montrer que ça n'était pas un hasard, mais est-ce que par moment, par exemple, vous parlez de Bilderberg ou de choses comme ça, est-ce qu'il n'y a pas là l'idée d'un complot, de choses qui sont préparées de longue date et avec des gens qui... On n'a pas de vision complotiste de l'histoire, mais ce qu'on s'est efforcé de faire quand même en retraçant cette histoire secrète du patronat, et là le qualificatif a tout son sens, c'est de mettre en lumière aussi des personnages ou des mécanismes qui ne correspondent pas à la légende qu'on nous a racontée sur une espèce d'histoire un peu officielle comme ça. 2 exemples. Par exemple, on nous dit, donc revenons sur ce modèle français, on nous dit c'est un modèle exceptionnel, très redistributif, social, etc. En fait, quand on regarde un peu précisément les mécanismes et le fonctionnement de la médecine du travail, des caisses de congés payés du bâtiment, de la formation professionnelle, du 1% logement, ou des fonds du handicap, par exemple, dont on a récemment parlé dans l'actualité, on se rend compte que tous ces systèmes qui, au départ, sont fondés sur de très bonnes intentions, ont tous été dévoyés petit à petit. Pourquoi ? Pour financer les organisations patronales et les organisations syndicales. Donc aujourd'hui, on peut quand même se poser la question de savoir comment se passe ce dévoiement ? Alors, de plusieurs manières. Le grand classique, c'est par exemple de faire salarier des permanents du MEDEF, de la CGPME, des grandes confédérations syndicales par ce genre d'organisme. Mais c'est aussi, ça peut être d'acheter des ordinateurs, d'acheter des immeubles pour construire des sièges, etc., etc. Il y a plein de mécanismes possibles. Il y a par exemple sur les caisses de congés payés du bâtiment une cotisation professionnelle qui est ponctionnée auprès des entreprises pour les organisations patronale qui est présentée comme une cotisation obligatoire. C'est comme si vous étiez obligé, quand vous êtes une entreprise, de cotiser à une organisation patronale, ce qui est évidemment formellement interdit. Voilà, ce genre de choses. Et puis l'autre aspect qu'on a voulu développer aussi, c'est de mettre en lumière des personnages qui n'apparaissent pas, et qui ne sont jamais apparus dans l'histoire patronale, mais qui sont complètement méconnus du grand public et qui ont joué un rôle très important dans le fonctionnement des coulisses, justement, de tous ces mécanismes de dévoiement. Par exemple, vous faites apparaître un personnage dont j'avais jamais entendu parler, j'avoue, c'est Georges Albertini. Georges Albertini, par exemple, c'est effectivement assez emblématique. C'est alors à l'origine quelqu'un plutôt engagé à gauche, on va dire, Parti communiste, SFIO, avant-guerre. Pendant la guerre, il a un engagement très fort au sein du RNP, le Rassemblement National Populaire de Marcel Déat. Donc là, vraiment, c'est la collaboration la plus poussée jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout de la guerre. Il arrive à passer plus ou moins entre les gouttes au moment de l'épuration. Là, on y revient parce que là aussi, ça fait partie de la légende officielle des grands patrons qui auraient tous été résistants. On s'aperçoit quand on entre dans le détail, et là, c'est l'inverse, que c'est tout à fait l'inverse. Et donc, ce Georges Albertini arrive à quand même passer entre les gouttes de l'épuration. Il est recyclé du côté de la banque Worms, et là c'est vrai qu'il va jouer un rôle très important au niveau du monde politique. Sous la 4e et la 5e République, ça va être un conseiller très écouté de Georges Pompidou et ensuite de Jacques Chirac. Donc là c'est tout à fait emblématique. Quel conseil donne cet Albertini ? Quel type de conseil ? Georges Albertini, en fait, c'est l'un des héros de l'anticommunisme. C'est-à-dire ça revient très souvent dans votre bouquin sur cette période. Il y a une colonne vertébrale idéologique du côté du patronat, c'est l'anticommunisme, c'est l'antimarxisme. Ah oui, ça de la libération jusqu'aux années 70, jusqu'à l'élection de François Mitterrand, en réalité, c'est vraiment le ciment qui unit complètement le patronat. Et donc Georges Albertini va monter un certain nombre d'officines, très souvent d'ailleurs sur des financements des services secrets américains, des officines anticommunistes. Il se spécialise dans l'étude des syndicats et notamment de la CGT, parce qu'il faut bien connaître l'ennemi, comme il l'appelle. Et donc il monte par exemple des formations pour les patrons, pour apprendre à négocier avec les syndicats, ce genre de choses. Et puis c'est aussi Georges Albertini, le personnage... Parce que lui a son passé d'homme de gauche, même d'extrême gauche. Il était communiste, je crois, dans sa jeunesse. Oui, il a été communiste. Et puis donc il peut venir en disant « je sais de quoi je parle ». Absolument, et il connaît très bien tous ces milieux. Et puis il a ses entrées partout, du côté de Guy Mollet, pour la SFIO, le champ est très large. Et à la fois, lui fournit les munitions financières, David faisait allusion par exemple à l'argent de la formation professionnelle, les munitions financières, des connexions avec l'UMM, et les munitions intellectuelles. Parce que les structures dont on parle, l'Institut d'Histoire Sociale, l'Institut Supérieur du Travail, tout ça, c'est des officines
qui vont alimenter en munitions intellectuelles toute une partie du personnel politique, effectivement, dans ce contexte d'anticommunisme. Et par la suite, dans les années 70, il va permettre aussi de recycler toute une partie du personnel politique venu de l'extrême droite et qui vont s'engager dans les mouvements libéraux, Gérard Longuet, Alain Madelin et d'autres. Et il a une influence très forte sur le pouvoir, puisque Frédéric Charpier révèle dans un très bon papier une note d'Albertini qui est remise à Georges Pompidou 2 jours après son arrivée à l'Élysée, donc à la présidence de la République, où il résume la politique économique et sociale que le nouveau président devrait suivre. Et quand on lit cette note, on se rend compte que ça correspond dans les très grandes lignes au programme que Georges Pompidou va appliquer pendant sa présidence. On continue avec l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours, secrète, ne l'oublions pas. Alors, vous avez construit le bouquin en plusieurs séquences historiques et vous suggérez aussi qu'il a plusieurs genres de capitalisme. Vous mettez en doute la capacité de moraliser le capitalisme, par le capitalisme lui-même d'ailleurs, mais après, vous découpez en séquences. Est-ce que vous pouvez évoquer les différentes séquences historiques ? Oui, alors la première grande séquence, c'est celle qui va c'est David Servenet qui parle là. De la guerre donc jusqu'à 1968, où il y a assez clairement une rupture intellectuelle en fait dans cette histoire patronale et qui se caractérise notamment cette première période par le poids de l'anticommunisme. On en a un petit peu parlé, mais aussi de la décolonisation. On montre quand même que par plein d'aspects, la décolonisation va jouer un rôle très important dans la structuration des grandes fortunes. Il y a un exemple qui est assez parlant, qui est la fortune de Sylvain Floirat, qui est à l'époque donc un grand magnat qui est personnage haut en couleur, on disait. Très, absolument. C'est Europe numéro 1, non ? Oui, absolument. C'était le patron d'Europe numéro 1 et il est considéré comme le père spirituel de Jean-Luc Lagardère, puisque il a transmis à Jean-Luc Lagardère Matra, qui va devenir ensuite donc le cœur du groupe d'armement qu'on connaît. Et Sylvain Floirat en fait va bâtir une bonne partie de sa fortune sur le trafic d'héroïne organisé par les services secrets français, donc le SDEC à l'époque, pendant la guerre d'Indochine, pour financer les maquis que le SDEC a organisés sur les hauts plateaux du Tonkin pour faire la guérilla contre le Viet Minh. Et Sylvain Floirat donc loue ses avions de la compagnie Aigle Azur pour transporter l'opium qui ensuite est transformé en héroïne dans des laboratoires autour de Saigon. Voilà, ça c'est un aspect qui est assez méconnu, mais qui montre bien que toute cette période de la décolonisation des indépendances va jouer un rôle quand même assez important. Ce que vous mettez en valeur, je trouve, très souvent, c'est quand même la toile de fond, et même plus que ça, idéologique de tout ça, hein, de tout ce monde de l'économie et du patronat, qui se présente toujours avec l'espèce d'objectivité de l'économie, le côté, la fatalité économique, l'obligation de la concurrence, la pression des actionnaires, etc. Et les aventuriers qu'ils seraient tous. L'aspect idéologique, il a été théorisé effectivement après mai 68, hein, d'une certaine façon, ce qu'on appelle la contre-révolution de la communication patronale. Il y a un personnage, là aussi méconnu du grand public, qui a joué un rôle central là-dedans. Il s'appelle Michel Froisse, qui était officier pendant la guerre d'Indochine. Là, on revient encore, on parlait de Sylvain Floirat il y a peu, et qui a théorisé d'une certaine façon cette contre-révolution patronale après mai 68. Il travaille au service de la propagande aux côtés du général de Tassigny pendant la guerre d'Indochine. Il a ensuite été en Tunisie, au Maroc. Il a travaillé pour le syndicat des industries électriques dans les années 50. Et c'est lui qui crée le premier service de la communication du CNPF, hein, c'était le nom du patronat à l'époque, au début des années 70. Et là, il va théoriser la façon effectivement de retourner l'opinion, de se faire des journalistes des amis. Hein, sa formule restée célèbre, c'est pour se servir de la presse, il faut la servir. Et il va former toute une génération de communicants qui aujourd'hui conseillent les grands patrons. Dont une certaine Madame Méo. Dont Anne Méo, dont Michel Calzaroni qui conseille notamment Vincent Bolloré, mais d'autres. Hein. Et donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallélisme entre ce qu'on appelait l'arme psychologique, hein, la 7e arme qui était utilisée pour lutter contre la guérilla, la contre-guérilla, et de voir comment cette technique a été utilisée et adaptée au monde patronal. Quel est le réel poids de ce patronat, justement, après ce que vous dites là, sur les médias, puisque vous êtes tous les trois, on est même tous les 4 journalistes. Quelle est la technique, la pression réelle ? C'est souvent une pression assez diffuse finalement, parce que on le sait tous, il y a rarement des cas de censure caractérisés. Vous avez rarement un patron qui vous appelle, que ce soit un patron de presse ou un grand patron, qui vous appelle pour dire non, ça ne passera pas. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Par contre, il y a... Sauf au Figaro, ça continue quand même. Oui, pas qu'au Figaro d'ailleurs. Mais non, très souvent en fait, c'est une pression sur les sources, parce que finalement, quand vous voulez travailler sur ces milieux économiques
économique. Vous êtes quand même assez dépendant des sources importantes que sont les entreprises et les patrons. Voilà. Et tant que vous travaillez dans leur sens, en tout cas de leur point de vue, tout va bien. Mais dès que c'est plus le cas, à ce moment-là, tout va mal. Et on cite un exemple qui est assez intéressant. Un confrère des Échos qui s'appelle Guillaume Delacroix, qui a suivi donc Laurence Parisot et le monde patronal pendant des années, un jour se met dans l'idée de faire une enquête pour faire un livre. Et le jour où il en parle à Laurence Parisot, avec qui il a les meilleures relations, elle se fâche, elle le congédie et elle va même le blacklister, puisqu'il nous rapporte que lors d'une réunion du conseil exécutif du MEDEF, donc le bureau en quelque sorte du mouvement patronal, Laurence Parisot dit aux autres grands patrons: désormais vous ne parlerez plus à Guillaume Delacroix parce qu'il est en train de commettre un torchon. Voilà. Donc c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et puis on voit bien que signer des biographies non autorisées de grands patrons, ça s'avère quand même une entreprise particulièrement ardue. Il y a l'exemple de Gérard Mulliez, l'un des princes de la grande distribution, ou de Maurice Lévy dans le monde de la publicité. On s'aperçoit que les rares journalistes qui veulent s'attaquer journalistiquement à ces sujets-là, ils se heurtent à un mur. Ce qu'on trouve aussi, c'est les journalistes qui leur cirent les pompes aussi, quand même. Ça existe, il faut bien dire les choses. Ça existe. Oui. On continue avec l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours, avec Benoît Colombat. Et puis avec Benoît Colombat, il y a David de Servenay et Erwan Seznec. Alors, ce qui se passe aussi, ce que vous mettez bien en lumière, je trouve, c'est tout le couple État-patron. L'État et les patrons, et ces gens-là qui se présentent toujours, justement à travers les biographies complaisantes qui sont faites sur eux, comme des héros, des visionnaires qui prennent des risques. Ça fait partie de la légende, effectivement, ces grands conquistadors, grands libéraux, effectivement. Quand on commence à regarder comment certains ont constitué leur fortune, on voit qu'effectivement, il y a quand même un léger décalage et qu'ils se sont beaucoup servis justement de l'État pour arriver à leur fin, en flirtant avec la ligne jaune. Donc on voit effectivement des gens comme Bernard Arnault ou comment Bernard Tapie a pu faire une partie de sa fortune à la barre des tribunaux de commerce, que ça soit aussi Marcel Dassault. Enfin, la liste Marcel est longue. Dassault, c'est bien quand il dit « je les ai tous payés ». Oui, tous les tous payés, c'est les politiques. Il le disait carrément, ouvertement, c'était à chéquier ouvert, il y allait, et son fils continue. Le cas de Marcel Dassault est intéressant à plus d'un titre parce qu'il est assez nuancé. Marcel Bloch, donc on le sait, a passé la guerre dans un camp de concentration, et en fait, il doit sa survie au Parti communiste, qui, dès son arrivée au camp, lui disent on vous connaît, Monsieur Bloch, ne vous inquiétez de rien, on va vous protéger. Ce qui est effectivement le cas. Et quand il rentre après-guerre, quand il revient des camps, Marcel Dassault donc va avoir les meilleurs rapports avec le Parti communiste et va avoir une politique plutôt assez paternaliste, mais assez sociale en fait au sein de son entreprise. Oui, mais il soutient aussi. On dit qu'il versait chaque année une somme au Parti communiste. C'est vrai ça? Il a toujours laissé planer cette ambiguïté. Mais ça serait pas étonnant parce que toujours en raison de ce creuset qu'a été pour lui la guerre. Et ce qui est intéressant aussi dans l'histoire des Dassault, c'est que donc ce sont des gens qui ont toujours tenu un discours extrêmement libéral sur le mode, il faut laisser faire les marchés, etc., etc. Et en réalité, le groupe Dassault, c'est en grande partie construit grâce à la commande publique. S'il n'y a pas l'État qui lui commande des avions, etc., le groupe Dassault n'existe pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut entretenir les meilleurs rapports avec le monde politique, et c'est pour ça que Marcel Dassault va faire la carrière d'un homme politique qu'on connaît tous et qui s'appelle Jacques Chirac. Alors, ce retournement que vous évoquez là entre 68-80, il se perd. On voit arriver là ce qu'on appellera le néolibéralisme à ce moment-là, non? Ou vous le placez plus tard, ça? C'est un peu à cheval sur les deux périodes, mais ce qui est très clair, c'est que dans les années 70, le patronat formule de manière explicite une vision stratégique pour les décennies à venir. Elle est assez simple, elle dit voilà, il y a eu mai 68, le champ de bataille en quelque sorte s'est déplacé sur le terrain intellectuel, idéologique, culturel, médiatique, sur le champ de l'éducation notamment, et il faut qu'on investisse tous ces terrains-là de manière très offensive. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il y a des histoires très intéressantes de ce point de vue-là, comment par exemple le patronat organise des colloques pour les enseignants, notamment les profs de sciences éco, pour leur faire passer en quelque sorte leurs idées, alors toujours dans les très bonnes conditions. Benoît en parle, il y a un colloque qui est organisé au Mont-Saint-Michel, dans de très bonnes conditions, très bons hôtels, très bons restaurants, etc. Et tout ça sert à... C'est quelle époque ça? Alors ça, c'est plus tard, c'est dans les années 80-90, mais effectivement, ça vient de loin, ça a été théorisé avant et mis en application, y compris dans cette période-là. Et quand on a parlé plus tard de fluidification de l'espace public, ça passait aussi par ça. Mais je veux dire, ça n'était pas secret, mais c'est intéressant de le documenter. Moi, j'ai retrouvé notamment les archives de certains colloques, ils se cachaient pas, mais il y avait un message très clair qui devait Alors être passé. C'est ça que vous dites en permanence, c'est que c'est clair, c'est public, il n'y a pas de complot derrière ça. Pourquoi est-ce
qu'on ne le sait pas plus? Pourquoi est-ce qu'un bouquin vient seulement maintenant, je dirais? Alors, il y a un élément qui joue et dont qu'on peut relier c'est à ce qu'on Erwan vient de dire. Seznec qui parle. C'est l'effondrement du contre-pouvoir syndical qui se fait sur la décennie 80 de manière spectaculaire et qui laisse le champ libre au patronat. Et ce contre-pouvoir qui s'effondre, il est sous-jacent en fait dans plusieurs chapitres de notre livre où on voit les syndicats qui... sincèrement, il n'y a pas d'autre expression, qui acceptent d'aller à la soupe à travers les instances paritaires, concrètement ce qui gère la sécurité sociale et ses multiples satellites. On voit se dessiner un syndicalisme d'appareil qui peut se passer de militants, qui n'a plus besoin d'eux pour vivre financièrement et qui devient dépendant du patronat. Un syndicalisme d'accompagnement. Un syndicalisme d'accompagnement, c'est encore une expression polie. C'est un syndicalisme de complaisance à bien des égards et qui accepte de jouer un jeu dangereux, notamment... Là, vous parlez de la CFDT, par exemple. Oui, et je parle aussi de l'amiante. Les syndicats ont assumé une lourde responsabilité dans ce dossier en refusant de voir ce qui était en train de se passer. Comment vous expliquez cette orientation, effectivement, des syndicats au cours de ces périodes? Moi, je pense que ça tient à un phénomène historique, c'est qu'à partir des années 70, le nombre d'adhérents au syndicat baisse de manière très régulière et assez forte. Et à l'inverse, le nombre de permanents dans les grandes confédérations augmente, lui, de plus en plus. Donc vous avez deux courbes là qui se croisent en quelque sorte. Les syndicats ont vraiment besoin de financement. Comme tout ça n'est pas du tout organisé, que la loi reste extrêmement floue, que les syndicats n'ont pas d'obligation de comptes à rendre, etc., de comptes à publier, ils s'organisent un peu comme ils peuvent. Et je pense qu'ils répondent beaucoup aussi à cette contrainte qui pèse sur eux, qui est une contrainte financière, parce qu'il faut quand même pas oublier que le vrai pouvoir, et ça on le rappelle à de nombreuses reprises, ça reste l'argent. Dans la période 68-80, moi je mettais une date importante, c'est 74 avec l'élection de Giscard, et auparavant il y a un épisode que vous évoquez, c'est l'IP. Ça, c'est un grand moment. Le patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui. Je me souviens de ça. Ouais, c'est un moment charnière. C'est un moment charnière. Ouais. Là, vos patrons ont eu chaud aux oreilles. Là, il y a Claude Neuschwander, qui était le patron un peu de la Nouvelle Gauche, qui avait été choisi à un moment pour reprendre cette entreprise en lien avec le patronat qui était considéré comme progressiste à l'époque, c'est-à-dire des gens comme Antoine Riboud, le patron de Danone, par exemple. Claude Neuschwander a une phrase assez cruelle. Il dit c'est le moment où on passe d'un capitalisme où l'entreprise est vraiment au centre à un moment où c'est la finance qui prend le pouvoir. Et c'est intéressant, effectivement. Ouais. Alors peut-être tout le monde ne se rappelle pas de l'épisode LIP, c'est en 73, effectivement, cette entreprise d'horlogerie, entre autres, est en crise, se cherche un repreneur, c'est finalement... et donc, d'une certaine façon, c'est les employés, les salariés qui veulent sauver leur entreprise, mais non pas pour faire la révolution. Qui, dans un premier temps, y parviennent. Absolument. Non pas pour faire la révolution. Bon, c'était notamment la CFDT, quelqu'un comme Charles Piaget qui est resté, dont le nom est resté dans cette histoire-là, non pas pour faire une révolution bolchevique, mais au contraire, parce qu'ils étaient attachés à leur outil de production et qui voulaient sauver l'entreprise. Mais effectivement, pour le patronat de l'époque, François Seyrac et le CNPF, c'était absolument abominable. C'était qu'est-ce que c'est que ces salariés qui veulent prendre le contrôle de l'entreprise, enfin bon. Et donc, finalement, c'est Claude Neuschwander qui reprend l'entreprise, et finalement, il y a un choix politique qui va être fait, alors que cette entreprise était viable économiquement, en 1975, donc effectivement, c'est Jacques Chirac qui est Premier ministre. Jacques Chirac, alors je raconte la scène dans le chapitre, demande à Antoine Riboud, convoque quasiment Antoine Riboud à l'Élysée en présence de François Seyrac, et dit, bon, maintenant, c'est ou vous ou LIP, quoi. On est après le premier choc pétrolier, il faut quelque part faire un exemple, et on est dans cette période où effectivement c'est la financiarisation de l'économie qui commence à arriver, et Claude Neuschwander, qui se retrouve devant le fait accompli, refuse effectivement d'aller dans cette direction-là, et il va se retrouver à la porte et blacklisté du jour au lendemain. Voilà. Donc là, effectivement, c'est un moment un peu de bascule idéologique, l'affaire LIP. C'est ça, idéologique, c'est-à-dire que là, la finance va prendre le pas sur l'économie. L'économie financiarisée, au moins pour la France, commence là. Et puis, il y a effectivement, bon, si on reste dans l'idéologie, on parlait du rôle de la gauche tout à l'heure, c'est vrai que dans ces années 70, avant l'élection de François Mitterrand, des gens comme par exemple Jacques Attali ont joué un rôle de poisson pilote extrêmement important pour essayer de convertir la gauche à cette espèce de néolibéralisme. Et c'est vrai que si on parle d'histoire secrète, on présente toujours 1983, le tournant de la rigueur, etc. En fait, on s'aperçoit que c'est un choix politique, pour le coup, qui n'était pas du tout dicté par des raisons économiques, et qui a été préparé bien en amont par des gens comme par exemple Jacques Attali, qui prenait une politique anti-keynésienne, il fallait pas du tout soutenir les salaires et passer par une rigueur budgétaire. Alors la troisième période que vous choisissez, votre séquence historique suivante, c'est 81-87, le socialisme patronal. Voilà, on est en plein dedans là. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est tous les effets en fait de la conversion idéologique de la gauche. C'est-à-dire que la gauche va institutionnaliser en quelque sorte la
financiarisation de l'économie. Martine Orange l'évoque très bien sur le volet des privatisations, où en fait, on l'a un peu oublié, mais les premières privatisations, c'est la gauche qui les lance, de la même manière que la libéralisation des marchés financiers est opérée par Pierre Bérégovoy à l'époque. Et donc, à chaque fois que la droite revient au pouvoir, elle ne fait que continuer, parfois accentuer ce mouvement, mais c'est un mouvement là qui est continu. Et c'est là aussi où commencent vraiment les premières grandes privatisations. Alors, on s'attarde un petit peu sur celle des médias, notamment celle de TF1, avec l'espèce de cadeau qui est fait au groupe Bouygues à l'époque. Voilà, mais et là, on s'aperçoit qu'on part pour 20 ans de privatisation forcée et régulière, en fait, entre les gouvernements de gauche et les gouvernements de droite. Et la dernière qui a eu lieu est celle qui a été menée par Dominique de Villepin sur les autoroutes en 2006, qui ont été bradées à des grands groupes privés, qui depuis d'ailleurs font des marges de profit absolument extraordinaires. Et voilà, et ça clôt en fait tout un chapitre de l'histoire à travers lequel on a bradé en fait réellement une richesse publique. Parce que faut quand même pas oublier que l'idée du pacte du Conseil national de la résistance juste après la guerre, de cette alliance entre les communistes et les gaullistes, c'était aussi l'idée de dire voilà, on va bâtir en France par l'État de la richesse nationale en construisant des grands champions. Et ce qu'on a réussi à faire dans un certain nombre de domaines, par exemple celui de l'industrie pétrolière. Et donc en ayant comme ça une politique très volontariste, on va créer de la richesse pour l'État, qu'ensuite on va transférer au privé à des conditions extrêmement préférentielles pour tous ces grands groupes qui parallèlement soutiennent la carrière politique des gens qui prennent les décisions. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'en 87, quand le gouvernement de Jacques Chirac lance ses privatisations, on est en face d'une crise financière grave qui se prépare et qui va éclater en octobre 87. On a le souvenir de cette époque-là d'une gauche plutôt dogmatique et d'une droite pragmatique. Mais en fait, c'est exactement le contraire. La gauche, à ce moment-là, ne critique pas les privatisations tant sur le principe que sur les modalités. Il dit, si vous les privatisez, bon, vous le ferez, mais au moins, attendez. La bourse est en train de s'effondrer, vous allez brader ces entreprises, comme le dit David Servenet, mais c'est une braderie qu'on a pu chiffrer. Sur les ventes de très très grands groupes français, l'État a perdu 15, 20, 30% de ce qu'il aurait pu en obtenir, simplement en attendant quelques mois. Mais il fallait privatiser pour envoyer un signal, ce qui était absolument effarant. Et on a reparlé de France Télécom et de la vague de suicide à France Télécom, l'ouverture du capital. France Télécom, elle s'est quand même faite sous la gauche au départ. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est peut-être la raison pour laquelle la gauche n'a pas le crédit qu'elle souhaiterait avoir aujourd'hui. On continue avec l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours avec Benoît Colombat, David de Servenet et Erwan Seznec. Alors, qui revient quand même souvent dans votre bouquin, c'est embrouille, escroquerie, arnaque quand même, avec respectable sous la façade de la loi. Triche, c'est la triche en fait. C'est la triche, mais dans le cadre de la loi, quoi, autant que possible. Alors, parfois dans le cadre de la loi, parfois ça déborde un peu. Mais on décortique, et Martine Orange le fait avec beaucoup de talent, le système qui s'est beaucoup développé dans les années 80 de ces grands patrons qui ont fait fortune à la barre des tribunaux de commerce. Et selon un arrangement assez simple en fait, avec d'un côté la complicité d'une banque, en l'occurrence si on prend le cas de Bernard Tapie, c'est une filiale du Crédit Lyonnais, dont le directeur est également le président du tribunal de commerce de Paris. Et le troisième personnage, c'est un avocat d'affaires qui est aujourd'hui très connu et qui est un expert en montage financier qui s'appelle Jean-Louis Borloo. Et à l'époque, donc Tapie, Borloo et Despessa, et donc le président du tribunal de commerce, monte un système par lequel le président du tribunal de commerce repère les groupes en déclin, mais qui ont encore dans leur périmètre des actifs tout à fait valorisables. Il passe donc en procédure de liquidation. Tapie les reprend très facilement. Il liquide toutes les branches pourries, en général avec des subventions de l'État pour financer les licenciements. Il valorise les quelques pépites à valoriser et il les revend très vite. Et Tapie va construire sa fortune là-dessus, exactement comme Bernard Arnault ou François Pinault, on l'a oublié. Alors la différence, c'est que Tapie n'a pas de vision industrielle, il veut pas bâtir un groupe cohérent, là où des gens comme Bernard Arnault et François Pinault vont bâtir des groupes avec une vraie logique industrielle, Arnault dans le luxe pour l'exemple. Période suivante. On arrive en 97, là, c'est ça? Absolument. Après la période des années 90, c'est la mondialisation. Voilà, toute cette période durant laquelle, alors là, il y a un double mouvement, en fait. Il y a un mouvement de régulation, notamment parce qu'entre la fin des années 80 et le début des années 90, il y a tout un tas d'affaires politico-financières qui éclatent. Et donc, derrière, il y a une réaction normative. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même tellement voyant et scandaleux que là, les politiques décident quand même de mettre un peu le haut là. Mais parallèlement, il y a tout un
tas de nouveaux mécanismes qui se développent dans le cadre de la mondialisation, qui vont être encore, d'une certaine manière, encore plus pervers, parce que ça va donner une logique à la financiarisation de l'économie qui ne va plus s'arrêter, qui va s'emballer en quelque sorte. Erwan Seznec, vous êtes arrivé plus tard. La question qu'on posait au départ, est-ce que vous croyez qu'on peut moraliser le capitalisme, puisque c'est ça votre point de départ, et ça va être ça notre point d'arrivée? Non, absolument pas. Notre livre parle effectivement beaucoup d'arnaques, de combines, mais je pense que notre livre parle de l'économie et du capitalisme comme les entrepreneurs en parlent entre eux en privé. Faut pas se voiler la face. Certains vont lire le livre avec régal, où ils vont se dire mais ils se sont complètement plantés, ces pauvres, c'était encore plus compliqué que ça. Mais ils vont pas tomber du ciel. Enfin, il faut vraiment bien distinguer le patron d'une petite PME de plasturgie dans l'Ain des gens dont on parle. Lui, il a la tête dans le guidon, il essaie de tenir sa boîte. Oui, et puis il va servir de caution aux autres. Exactement. C'est comme c'est le petit gars qui se débrouille dans son coin, qui fait ce qu'il peut avec ses salariés. Lui n'a rien à voir avec ça. C'est un monde qui est totalement étranger et qui cautionne pas. Les petits patrons de PME ont une image désastreuse du MEDEF en France. Faut pas se le cacher. Vous avez rencontré ces patrons au cours de vos enquêtes? On a pu en rencontrer un certain nombre, effectivement, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, certains parlent, bien sûr. Alors, Laurence Parisot, le président du MEDEF, a refusé de nous rencontrer, c'est pas faute de l'avoir sollicité, mais sinon, bien entendu, c'est vrai que l'affaire de la caisse noire de l'IMM a, d'une certaine façon, aussi délié certaines langues, parce qu'on voit bien quand même derrière l'affichage public, d'une affaire que tout le monde a l'air de découvrir tout d'un coup, il y a des enjeux très importants derrière, il y a des règlements de compte autour de prise de pouvoir. Donc c'est vrai qu'on a peut-être bénéficié aussi de ce concours de circonstances-là. On a l'impression quand même, en vous lisant, il y a quand même pas mal de choses qu'on savait déjà dans votre somme là, les affaires tapis, les affaires UIMM, etc. On a l'impression qu'on n'a pas prise là-dessus. On parlait du pouvoir des syndicats qui est effectivement affaibli ou faible, en tout cas aujourd'hui. On a l'impression qu'on n'y peut rien. On a l'impression que après tout, à quoi bon savoir tout ça? Non, mais comme le disait Erwan tout à l'heure, c'est vrai que quelque part, c'était un petit peu la défaite des contre-pouvoirs. Des contre-pouvoirs politiques, des contre-pouvoirs syndicaux, des contre-pouvoirs journalistiques. C'est aussi ça qui a peut-être un petit peu derrière. La brigade financière est quand même de perquisitionner chez quelques syndicats. Tout de même, c'est pas désespéré. Et puis c'est peut-être pas un combat qu'on peut clore une bonne fois pour toutes, mais il est nécessaire et vital d'en parler et d'informer les gens. Ça choque quand même, heureusement, encore un peu. Oui. Mais le combat, quelqu'un comme Alain Minck le poursuit. Pour Alain Minck, ce n'est qu'un début, il continue le combat. Et c'est le début de votre bouquin. Parce que vous commencez par un courrier qu'Alain Minck adresse à ses amis patrons en leur disant « Est-ce que vous vous rendez compte de la situation ?» La situation est critique, il sonne l'alarme. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se fout du monde ou c'est vrai? Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que il s'est rien passé pour eux, pour vos patrons là. Cette crise financière, ils s'en sortent très bien. Alain Minck, c'est un peu la marionnette utile finalement du patronat. C'est-à-dire que c'est celui qu'on agite en permanence sur les plateaux de télévision pour porter la bonne parole. Voilà, il le fait d'ailleurs avec grand talent. Maintenant, je pense qu'il y a des logiques à l'œuvre qui sont très difficiles à contrer. Et c'est notamment la logique qui veut que patronat et politique sont dans un tango duquel ils n'arrivent pas à sortir en quelque sorte. Et vous oubliez le troisième personnage, un télo médiatique dont on a parlé tout à l'heure, qui joue un rôle important. Vous le montrez d'ailleurs. Alain Minck en est la parfaite illustration. C'est pour ça qu'on met cette phrase en exergue au début du livre. Je peux juste la citer en quelques mots, parce qu'elle est tellement caricaturale qu'elle en est intéressante. Donc il s'adresse à ses amis patrons en leur disant « Mesurez-vous que le pays a les nerfs à fleur de peau, que les citoyens ont le sentiment, fut-il erroné, de subir une crise dont nous sommes tous, à leurs yeux, les fautifs. » Donc là, attention, l'opinion se réveille, faut prendre toutes les précautions possibles. Bon, lui ne juge pas qu'il faut changer quoi que ce soit. C'est simplement que ils sont rattrapés par la défaite de leur propre idéologie à ce moment-là, de cet ultralibéralisme, de cette dérégulation à outrance. Et donc simplement là, il lance un signal. On voit bien, là, l'actualité récente a bien montré que une fois la première vague passée, bon an mal an, tout est en train de se remettre en place, que ça soit au niveau des produits financiers, au niveau du reste. Mais c'était intéressant de mettre cette photographie de cet instant T d'Alain Minck tirant cette sonnette d'alarme. Voilà. Et tout va recommencer comme avant, bien entendu. Et tout recommence comme avant, as usual. Et business as usual. Voilà, et que tout change pour que rien ne change. Qu'est-ce que vous espérez de ce bouquin? Quel impact? À quoi vous vous attendez? Des emmerdements avec les patrons? Ça commence. Ah, il fait un grand sourire. On espère que ce livre aura une longue carrière. Nous, on reste journaliste, on rapporte des faits. Après, c'est au lecteur de s'en emparer en quelque sorte. Et si chaque lecteur, dans sa vie professionnelle, dans sa vie militante, dans sa vie syndicale, dans sa vie associative, peut transformer ces informations qu'on donne en quelque chose, ça sera très bien. Oui, parce que le bouquin est bien fait. C'est un gros bouquin, je l'ai dit, mais c'est très facile d'usage, d'utilisation.
on peut aller. On a voulu un dépasser chapitre. le cercle des gens qui lisent ce genre de livres pour parler à des citoyens. Il ne faut pas s'intéresser à l'économie seulement quand votre usine est délocalisée. C'est un peu le but du livre. Conclusion. Peut-être pour clore la séquence, aujourd'hui on est dans une période, on parlait tout à l'heure des liens entre l'État, les grands patrons, dont certains ils ont pu grandement profiter effectivement de certaines connivences étatiques. C'est vrai qu'aujourd'hui on a encore un stade encore supérieur, on voit des gens comme Stéphane Richard, qui va devenir le patron de France Télécom, qui était l'ancien directeur de cabinet de la ministre de l'économie Christine Lagarde, qui négociait un redressement fiscal très important avant de pouvoir prendre son poste que directeur de cabinet, qui lui-même est un ancien de la Compagnie Générale des Eaux, qui a été à la tête de la structure immobilière de Vivendi, qui a succédé à la Compagnie Générale des Eaux. Enfin, on voit bien quand même, là on est au cœur quand même d'un certain système, au croisement entre le politique, l'économique et l'influence. Donc évidemment, peut se poser par exemple la question de conflit d'intérêts. Bon, ça je pense c'est des questions qui concernent tous les citoyens. Oui, puis il y a peut-être in fine une question que le patronat peut se poser aujourd'hui, c'est celui de son identité finalement. Parce que l'identité du patronat français, jusqu'à aujourd'hui, elle reposait, une fois de plus, sur le pacte du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire une alliance nationale entre des groupes qui avaient des visions idéologiques différentes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a quand même un patronat qui calque à peu près toutes ses réactions et tous ses actes sur le patronat anglo-saxon. Et ça devrait quand même l'interroger, le patronat français, parce que dans la construction de la vie économique et sociale française, il y a autre chose, il y a une autre dimension. Et là, il y a une phrase qui est quand même très importante que je voudrais citer. C'est une phrase qui a été prononcée par Denis Kessler, donc ancien numéro 2 du patronat, qui est présenté d'ailleurs comme un candidat potentiel futur pour le patronat français. Ancien maoïste, très proche de Dominique Strauss-Kahn et patron de la Fédération des assurances, et qui en 2007 au magazine Challenge a expliqué clairement qu'il fallait défaire méthodiquement l'héritage du Conseil national de la résistance. Voilà où on en est aujourd'hui. Et dont Dominique Strauss-Kahn dit avec beaucoup d'humour, il est toujours pour la lutte des classes, mais il a changé de camp. C'était un entretien avec Benoît Colomba, David Servenet et Erwan Seznec autour de leur livre « Histoire secrète du patronat » de 1945 à nos jours, le vrai visage du capitalisme français, coécrit avec Frédéric Charpier et Martine Orange.